Editorial y Librería Herder presentan Problematizando con Catherine Alcoulombre el saber del psicoanalista. A cargo de Rosemarie Maria Feldman, psicoanalista, miembro de l'École Lacanienne de Psychanalyse y directora de la colección Psicoanálisis 22 de la editorial. Catherine Alcoulombre ejerce el psicoanálisis en París, reside en el campo en el Lot, al sur de Francia. Semióloga de formación, escritora y miembro de l'École Lacanienne de Psychanalyse, trabajó en psiquiatría pública de adulto desde los años 1990 con el profesor Georges Lontery-Lorat en el Hospital Esquirol-Charenton, entre otros, y en Sainte-Anne. Estuvo en el comité de redacción de los cuadernos de lecturas freudianas, la Lysimac 1990, publicó Número y Padre, L'Abrégé, Cuadernos de l'École de Psychanalyse de Freud, París 2001, Cosas vistas en Palestina, editorial Le Temps des Cerises, París 2002, Errancias en sobreseimiento y sobreseimiento de la errancia, editorial Erez 2016. Aquellos que escuchan estas presentaciones saben que trabajo a propósito de la lengua y la langue escrita en una sola palabra desde hace algunos años ya. Y es el motivo por el cual invité hoy a problematizar a Catherine Alcoulombre, psicoanalista. El punto de encuentro con Catherine fue una invitación que me hizo para hablar del libro Le Problème du Caporal Lortie, y fue ese interés común en la lengua, en la langue escrita en una sola palabra, la que dio lugar a este encuentro. Catherine dirige el taller colectivo UPS y es en el encuadre de l'École Lacanienne de Psychanalyse que lleva a cabo desde hace varios años también un seminario a propósito de Lacan y la sofística, a partir del ensayo de Barbara Cassin, Jacques el Sofista. ¿Cómo actúa la tercera dimensión performativa y performante del lenguaje? ¿De qué hablamos cuando hablamos? ¿Qué es decir? Decir diferente a hablar. ¿Qué quiere decir decir? ¿Qué opera en la palabra para que haga acto o no en el real? Para que una cura vaya hasta su término propio e irreversible. ¿Qué es lo que distingue el efecto sofista y un acto psicoanalítico? Iluminado, efecto de una cierta palabra. ¿Qué hacemos cuando hablamos? Estas son algunas de las preguntas que trabajan en su taller. Entonces, a la cuestión de la locura y del lenguaje viene a anudarse el del saber del psicoanalista, que trataremos de problematizar hoy. A partir de 1972, y un parteaguas en la enseñanza de Lacan, empieza, como ya lo dije en la anterior presentación, con una predominancia en los juegos de palabras, en los lapsus, en los equívocos, en los neologismos, y todo esto puede apreciarse muy bien en el libro Los 789 neologismos de Jacques Lacan, publicado por Eppel. Es decir, que Jacques Lacan implica a poner mucha más atención en la langue, registro de real, sin que eso quiera decir que no estén anudados a los otros dos registros. Pero 1972 también es el año de su seminario El saber del psicoanalista. Un seminario en el que toca varios puntos complejos que no voy a nombrar hoy porque no viene al caso, pero sí algunos. Por ejemplo, el no saber, muy diferente al no saber de Georges Bataille, que está más situado del lado de la mística, la resistencia,
la represión, la no relación sexual, el falo, la significación como fálica, la separación entre saber y verdad, RCI, etcétera, etcétera. Es decir, que habla de muchas cosas. Y a la vez sabemos que todo ese saber es nulo en el momento de escuchar a un analizante, porque no es a partir de ahí que escuchamos. Se trata más bien de un saber molesto, de un saber incómodo. Lacan en este seminario hace una precisión y dice lo siguiente: la cuestión del saber del psicoanalista no es para nada si se articula o no. La cuestión es saber en qué lugar hay que estar para poder sostenerlo. Entonces, ¿es necesario todo ese saber? Me refiero a la enseñanza de Lacan en sus seminarios para sostener ese lugar. Si es así, un análisis no es suficiente. Ceux qui écoutent ces présentations savent à propos de l'intérêt que je porte sur la langue et la langue écrite en un seul mot depuis plusieurs années. C'est le motif pour lequel j'ai invité aujourd'hui à problématiser à Catherine Alcoulumbre, psychanalyste. Le point de rencontre avec Catherine a été une invitation qu'elle m'a faite pour parler du livre Le Parlem du caporal Lorty. C'est-à-dire que c'est un intérêt commun sur la langue écrite en un seul mot qui a donné lieu à cette rencontre. Catherine dirige l'atelier collectif Oups, et c'est dans le cadre de l'école lacanienne de psychanalyse qu'elle poursuit depuis plusieurs années un séminaire à propos de Lacan et la sophistique. À partir de l'essai de Barbara Cassin, Jacques le sophiste. Comment agit la troisième dimension, performative et performante du langage? De quoi parle-t-on quand on parle? Qu'est-ce que dire? Dire est autre chose que parler. Que veut dire dire? Qu'est-ce qui opère dans la parole pour qu'elle fasse acte ou non dans le réel, pour qu'une cure aille jusqu'à son terme propre et irréversible? Qu'est-ce qui distingue l'effet sophistique et un acte psychanalytique, éclairé et fait d'une certaine parole? Que fait-on quand on parle? Ce sont les questions qu'elle se pose dans cet atelier. Et à la question de la folie et du langage vient se nouer aujourd'hui celle du savoir du psychanalyste que nous allons essayer de problématiser. 1972, c'est l'année où Lacan parle du savoir du psychanalyste. Et c'est aussi à partir de cette année que se présente chez Lacan une insistance remarquable sur le dire, sur les équivoques, sur les néologismes, les jeux de mots. On peut apprécier tout cela très bien dans le livre Les 789 néologismes de Jacques Lacan, publié par Appel, mais aussi dans L'étourdi. Cela implique qu'il commence à mettre beaucoup plus d'attention à la langue, écrite en un seul mot, au registre du réel, sans que cela veuille dire que ce ne soit pas noué aux deux autres registres. Dans ce séminaire, le savoir du psychanalyste, Lacan parle d'une quantité impressionnante de sujets que je ne vais pas nommer, ça ne fait aucun cas, mais juste dire, par exemple, sur le non-savoir, très différent au non-savoir de Georges Bataille, qui est beaucoup plus situé du côté de la mystique. Il parle du refoulement, de la résistance, du non-rapport sexuel, du phallus, de la signification phallique, de la séparation entre vérité et savoir, de RSI, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il parle sur beaucoup de choses. Et à la fois,
on sait que tout ce savoir est nul au moment d'écouter en analysant. Parce qu'on n'écoute pas à partir de là. C'est-à-dire que c'est un savoir encombrant. Lacan fait une précision que je vais citer en ce moment. Il dit « La question du savoir du psychanalyste n'est pas du tout que ça s'articule ou pas. La question est de savoir à quelle place il faut être pour le soutenir. » Alors, Catherine, est-il nécessaire tout ce savoir, je veux dire l'enseignement de ces séminaires, pour soutenir cette place? Parce que si c'est ainsi, une analyse ne suffit pas. Oui, bonjour d'abord, Marie-Rose, et puis merci de cette invitation à questionner un peu ce que c'est que le savoir du psychanalyste. Pour nous, effectivement, c'est une question, et toutes celles que tu as évoquées avant, qui me préoccupe, et tu m'as donné l'occasion, tu me donnes l'occasion là d'essayer d'en dire un petit peu avec des mots le plus simple possible quelque chose. Alors j'aime beaucoup la citation que tu choisis, c'est dans le savoir du psychanalyste, puisqu'il s'agit en fait du titre d'un séminaire de Lacan, comme tu l'as dit, en 71-72, et c'est son retour à Sainte-Anne. Donc j'aime bien cette citation que tu nous proposes. La question du savoir du psychanalyste n'est pas du tout que ça s'articule ou pas, c'est de savoir à quelle place il faut être pour le soutenir. Oui, en effet, si j'aime bien cette citation, c'est parce que ça, je pense, question à voir avec la jouissance qui est en jeu dans ce moment-là. Et c'est ça qui va déterminer à quelle place se situer et comment écouter. Donc ça, c'est un premier jalon que je vais poser. On y reviendra après, j'en reparlerai, pour cette problématisation autour du savoir du psychanalyste, comme tu le dis. En effet, le savoir, il est de l'ordre de la jouissance. C'est à ça que ça touche, par rapport à la question que tu viens de poser. Alors, avant d'essayer de répondre un peu, pas de répondre, mais de commenter ta question, j'aimerais resituer ce que ça peut vouloir dire pour Lacan à ce moment-là, dans quel contexte ça nous vient, cette histoire, ce mot, cette expression, le savoir du psychanalyste, et comment et quand ça apparaît en quelque sorte, parce que finalement, c'est une expression qui est très rare, très rare, qu'on n'utilise pas si souvent que ça, et qui m'a donc fait énigme quand tu m'as proposé de travailler sur cette question et que nous échangions à ce propos. Alors, la première remarque que je pourrais faire, nous en avions parlé effectivement, c'est le titre. Toute première remarque, il dit le savoir du psychanalyste. En français, c'est l'article défini le, donc ça veut dire de le psychanalyste, et c'est sur le même mode quand il dit il y a de l'un, par exemple, c'est sur le même mode que là il peut dire il y a du psychanalyste. Donc le savoir du psychanalyste, c'est déjà, enfin psychanalyste, à entendre avec cette oreille-là, avec cette optique-là, disons. Bon, ça c'est la première remarque. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais quand on dit il y a de l'un, comme ça, ou il y a du psychanalyste, il y a de l'un, c'est quelque chose qui va évoquer ce qui va faire série ensuite. L'idée qu'il y a un second qui, après coup, donnera ce statut de premier au 1. Et c'est toute la question du passage du 0 au 1, donc c'est ce qui nous intéresse de façon tout à fait privilégiée aussi aujourd'hui, même si j'en parle pas tout de suite, et on verra si j'y reviens tout à l'heure. La deuxième petite remarque, après le titre, c'est de resituer un peu le contexte de ce séminaire et les occurrences qui en existent. Alors donc pour Lacan, 71-72, c'est son retour à Sainte-Anne, c'est lui qui le dit comme ça.
Et il s'agit d'un séminaire qu'il fait en alternance cette année-là avec un autre séminaire qui s'appelle Oupir et qui, lui, est tenu, comme il le fait depuis des années, à la fac de droit près du Panthéon. Et à ce moment-là, il dit bien qu'il ne s'agit pas vraiment d'un séminaire, mais c'est quand même lui qui précise que ce n'est pas le même type de savoir ou de parole qui est en jeu que lorsqu'il s'agit de la cure, par exemple. Et il s'efforce en plus de préciser cette fois-ci qu'il s'agit d'entretien. C'est pour ça que ce serait bien que notre entretien prenne un peu cette tournure-là. Il s'agit d'un entretien, donc il le distingue un petit peu de son séminaire à côté. Et il dit, c'est très bien comme ça, c'est plus sous cette forme-là que je vais essayer d'aborder cette question du savoir du psychanalyste. Donc ça, c'est un premier point. Par rapport à cette date, en 71-72, j'ai retrouvé aussi que Michel Foucault vient de publier, quelques mois auparavant, le 24 février 71, l'ordre du discours. Donc, on est en plein dans cette période-là, l'ordre du discours, tout le monde l'a lu, Lacan bien entendu, lui aussi. Et après, en 72, peu de mois après, au début de l'année, je crois, Gallimard réédite une édition de l'histoire de la folie à l'âge classique qui était sortie en 61 et que Lacan ne pouvait pas ne pas avoir lu, bien sûr. À cette époque-là, Michel Foucault était quand même une pensée assez importante dans ce milieu, disons. Donc c'est réédité avec une nouvelle préface de Michel Foucault et puis 2 appendices. Donc quand Lacan propose ses entretiens, c'est son retour à Sainte-Anne parce que la dernière fois qu'il a quitté, c'était en novembre 1963. C'est la fameuse nuit, la fameuse soirée où il est exclu de l'IPA et où, par le biais de la liste des didacticiens de la SFP, donc il est exclu de la SFP, et il interrompt cette première séance unique des noms du père, attachés, les noms comme la nomination du père avec des tirets, et il laissera en suspens toute sa vie ce séminaire-là. Ça sera l'unique séance. Et ensuite, c'est en janvier de l'année d'après, donc il est invité en 64 par Althusser à l'ENS, à l'École normale supérieure, pour continuer son séminaire. Et il va reprendre avec les 4 concepts, etc., et avec d'autres séminaires que nous connaissons. Ensuite, en 64, en septembre, le 25 septembre, il crée son école, l'EFP, l'école freudienne de psychanalyse. Donc, c'est toute une période extrêmement importante. Et c'est en 64-65 que Lacan commence à s'intéresser à la question des sophistes, sous l'angle du savoir du sophiste. Qu'est-ce qu'il va chercher chez les sophistes à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le sophiste et le psychanalyste? Sont des questions qui commencent à interroger Lacan. Et Barbara Cassin a donc, comme tu l'as présenté tout à l'heure, fait un livre remarquable qui a été publié par Eppel. Je ne sais pas s'il se voit bien là sur l'écran. J'essaye de montrer la couverture. Et c'est un livre absolument remarquable, Jacques le sophiste, qui montre très bien comment Lacan, petit à petit, a des points communs avec les sophistes et en même temps, en tant que psychanalyste, n'est pas un sophiste ou s'en dégage. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là que je vais essayer de vous présenter les choses aussi par rapport au savoir du psychanalyste, en comparant au niveau de la méthodologie avec d'autres types de savoirs. Alors j'en reviens aux dates. Juste l'année d'après, donc 64-65, te disais-je, il s'intéresse dans les problèmes cruciaux à la posture du sophiste. Ensuite, c'est l'année de son séminaire sur l'acte psychanalytique, et c'est là que j'ai repéré la première occurrence du savoir du psychanalyste, du syntagme lui-même. Donc ça arrive à ce moment-là. La première proposition pour la passe, parce que ça a à voir avec le savoir du psychanalyste, bien sûr, est prononcée le 7 octobre 67, et puis sera votée ensuite. Et on arrive au savoir du psychanalyste. Ce sont les entretiens de Sainte-Anne.
Et il appelle ça son retour à Sainte-Anne. Donc c'est pas rien, ce retour à Sainte-Anne se situe justement dans cette excommunication. Si on lit le rapport Turquet ou le petit livre passionnant de José Attal qui a été publié chez l'Une Bévue sur le rapport Turquet, c'est tout à fait passionnant et on voit bien comment effectivement Lacan lui-même en a parlé comme d'une sorte d'excommunication à la façon de Spinoza et tout ça. Donc le fait de revenir à Sainte-Anne, pour lui, c'est quelque chose qui a du sens, qui n'est pas du tout anodin. Et le savoir du psychanalyste, ce sont donc ces entretiens de Sainte-Anne que nous allons essayer d'aborder un petit peu dans cet entretien aujourd'hui. Dans la foulée des entretiens de Sainte-Anne, oui, il écrit aussi L'étourdi. Il termine en juin 72 le savoir du psychanalyste, donc, et le 14 juillet, il publie, ça sera publié dans Silicette, il écrit L'étourdi, et c'est un texte qui vient donc juste à ce moment-là, dans la foulée de ces entretiens de Sainte-Anne. Et puis après, en 73, ça sera le congrès de la Grande Motte télévision, et puis on a encore et tous ces textes italiens qui sont tout à fait passionnants. Et je pense que là, il y a un tournant, il y a quelque chose qui va s'amorcer. Et ensuite, les occurrences que j'ai pu recueillir de ce mot, cette expression, le savoir du psychanalyste, disparaissent. Donc, c'est présent uniquement de 1968, première occurrence dans l'acte psychanalytique. Ensuite, il écrit sa proposition de la passe. J'ai pas trouvé le savoir du psychanalyste tel quel. Ensuite, il y a les entretiens de Sainte-Anne en 72, on y arrive très très vite. Et c'est donc à ce moment-là qu'il y a les quelques occurrences, dont la citation que tu as évoquée tout à l'heure, en disant que tout ce savoir, finalement, c'est pas tellement le savoir en tant que tel qui comptait, mais c'est le rapport au savoir, c'est la place qu'on occupe par rapport à ça. Et c'est un décalage, un déplacement qu'il opère qui est tout à fait intéressant et qui n'est pas sans rapport avec la question des sophistes, hein, dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Donc, pour en revenir à ta question, ce que je peux dire, c'est que le nouage du savoir, le nouage du savoir du psychanalyste au reste de tout le savoir, de tout ce fatras, de tout ce savoir encombrant, comme tu dis, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances, c'est ce qu'il va appeler le S2. Quand il écrit ça en mathème, le savoir, c'est donc S2. S2 sont les signifiés, c'est le savoir, c'est l'ensemble de toutes les connaissances. Et en fait, tous ces livres, les écrits, les séminaires, alors bien sûr que ça tient ensemble. Bien sûr que c'est encombrant parce que c'est une position d'écoute qui nous demande de nous décaler de tout ce savoir. Mais en même temps, c'est pas sans ce savoir. Comment, sans lire le savoir du psychanalyste, pouvoir ensuite parler même de notre pratique et de ce qu'on écoute, des problèmes auxquels on se cogne quand on reçoit des analysants et qu'on écoute. Il y a des difficultés, il y a des questions, et ça relève du savoir du psychanalyste. Donc, l'intérêt, c'est d'arriver avec nos mots à nous, à en dire quelque chose à partir de notre expérience singulière. Il n'y a pas le savoir, il y a du psychanalyste en soi. C'est pas du tout un savoir qui est du registre de S2. C'est un savoir intime qui relève d'une expérience singulière, de quelque chose qu'on a éprouvé, mais qui n'en est pas moins une certaine forme de savoir. Mais c'est pas la même chose. Et je dirais qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est en quelque sorte un nouage. Hein, ça tient ensemble, je dirais. Et c'est pas dans le même champ, d'une certaine façon. Quant au nouage de tout le savoir, le S2, au reste, au savoir du psychanalyste, ça dépend effectivement de la place et de la façon dont on va se servir ou non, l'oublier ou non, l'ignorer ou non, de ce savoir-là. Il ne s'agit pas tellement de l'ignorer, ce n'est pas la question. Il s'agit plutôt de reconnaître à quelle place de chacun des discours on va être et à quelle place se met l'autre, l'analysant qui nous parle, par rapport à sa propre jouissance.
Donc, si on regarde le discours analytique que Lacan essaye de formaliser pour parler du savoir du psychanalyste, effectivement, c'est l'objet petit a qui va être l'agent, qui va être en position de déclencher quelque chose. Et c'est ce qui est induit de l'objet petit a, qui n'est rien qu'un vide, qu'un rien. Ce qui est induit de l'objet petit a, c'est un effet de S barré, de sujet. Et ça, ce sont les deux lettres du fantasme, et c'est à ce niveau-là que le discours analytique fonctionne, en quelque sorte. Bon, donc c'est l'objet à qui est cause. C'est lui qui fait parler, c'est lui qui fait désirer l'analysant, et qui va induire et produire du sujet barré, en fin de cure, du sujet, des effets de sujet. Mais disons, dans ta pratique, de quelle manière est noué ces deux, ce savoir avec la place que tu écoutes quand tu écoutes un analysant? On ne peut pas faire sans ce savoir-là. Le savoir S2, c'est pas mis de côté. On s'efforce de le mettre de côté et je m'efforce, la première fois que je reçois quelqu'un, je m'efforce de ne rien savoir de cette personne, de me laisser porter uniquement à la lettre près par ce qui est dit ce jour-là, par les mots qui sont dits et le dire de la personne, la façon de le dire. Mm-hmm. Alors, à quel moment tout ce savoir de l'enseignement de Lacan dans ses séminaires prend place? C'est tout le temps, c'est pas l'un sans l'autre. C'est pas qu'il prend place à un moment précis, c'est qu'il est là tout le temps. Il est là tout le temps. Bien sûr, c'est pas comme une bande de Mobius, mais ou une pièce de monnaie, soyons simples, juste une pièce de monnaie. Tu peux pas te demander à quel moment l'envers est là. Tu y as accès ou pas, il y a tout ce savoir qui échappe à l'analysant, que moi je vais écouter. Le savoir, il est sous la barre, il est oublié, il est refoulé, il est passé dans les dessous, comme on dit, avec la barre de fraction, il est en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'analysant, celui qui va se mettre à parler, le savoir à ce moment-là, il est insu. Oui. Et en tant qu'analyste, ce que j'écoute, c'est ce qui va être dit de ce savoir qui échappe à l'analysant, de ce savoir insu, à travers des ratages de ce qu'il veut dire, à travers des ratages de ce qu'il croit dire. Moi, je vais entendre des lapsus, des histoires de la langue, des lettres qui se baladent, des accents qui sont des intonations, etc. Et c'est ça qui va capter uniquement mon attention pendant que j'écoute la personne. Donc, le savoir que j'ai pu apprendre dans les livres ou en psychiatrie ou dans toute ma pratique depuis des années, c'est pas que j'y pense à ce moment-là. Je n'y ai pas accès. Mais il est là dans ma façon d'écouter. Il est là présent. Et si je m'aperçois, par exemple, qu'il s'agit de quelqu'un qui peut-être est dans un état psychotique, c'est uniquement au niveau de la parole et de ce que j'écoute que je peux repérer ça. C'est pas écrit sur le visage. Hein. C'est un effet de langage, ça aussi, la folie, la psychose. Mais alors, c'est un savoir nécessaire. Oui. Parce qu'il y a une contradiction quand on dit, bon, ce savoir est nul parce qu'il n'opère pas le moment d'une écoute, d'un analysant, et d'un coup, de dire que ce savoir est quand même là. Alors, bien sûr qu'il est là. Ouais. Bien sûr que c'est indispensable. Bien sûr que
la moindre des choses pour quelqu'un qui se met en position d'analyste, hein, qui pratique l'analyse. On n'est pas analyste, hein, c'est pas un titre. On n'est pas, on va vite dans le langage et on dit la position de l'analyste, par exemple, hein, quand on est en train d'écouter. Non, on n'est pas analyste à ce moment-là. On pratique l'analyse et il y a des effets d'analyste et il y a du psychanalyste, hein, comme on le disait tout à l'heure. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas un titre de psychanalyste, un statut de psychanalyste, hein, à ce moment-là, mais tu es, toi, dans une posture subjective qui te permet de savoir quelque chose de ton rapport à la jouissance, de l'objet A, et de ce fait-là, de ce qui cause. L'objet A, c'est ce qui cause ton désir à toi, et qui va te subjectiver un petit peu, je sais pas, te faire des effets de sujet, donc par la parole. Donc, moi, je ne peux qu'inviter l'autre à mettre en jeu sa parole, de parler, et puis à partir de là, bien sûr que la façon dont moi je vais repérer un certain champ de ces petites lettres qui vont rater de ce qui est dit à côté ou en complément ou en même temps que tous les signifiés et les dits et tout le récit que l'autre me met en avant. Bien sûr que tout ce savoir, non pas universitaire, mais tout ce savoir dont je me suis formée, construite dans les livres depuis longtemps, dans la pratique en psychiatrie, dans des échanges avec d'autres analystes, surtout dans ma pratique d'analyse, tout ça, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, bien sûr. C'est aussi ce qui aide, d'une certaine façon, à écouter. Certes, la cure est tout à fait nécessaire, mais on ne s'improvise pas. Il y a tout un apprentissage quand même. Il y a toute même si l'érudition ne sert à rien et est très encombrante en tant qu'érudition, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ton rapport à ça et la façon dont ça va te servir et dont ça va t'ouvrir les yeux, la tête, les oreilles et tout. Donc oui, bien sûr, plus on lit, plus on se sert de ce savoir-là, plus on est ouvert à des tas d'écoutes, de vibrations différentes. D'accord, alors tu es d'accord en dire qu'une psychanalyse ne suffit pas? Je pense que quand on dit ça, on est sur deux registres. Bien sûr qu'une analyse, une cure est tout à fait incontournable et nécessaire. Ceci dit, il m'est arrivé, moi, en psychiatrie, de rencontrer, et je pense qu'il y a des postures subjectives qui permettent, analyse ou pas, d'écouter exactement comme si l'inconscient était ouvert. Or, nous, on apprend à déchiffrer quelque chose, on apprend à déchiffrer le symptôme, on apprend à avoir tous les détours qu'on fait pendant toute sa vie pour arriver à quelque chose. Et il y a, dans certains moments de folie, oui, je crois tout à fait, j'ai entendu ça à l'hôpital, ça m'est arrivé, des personnes, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut tout à fait avoir ce type de je sais pas quoi, d'écoute, d'expérience. On est en train d'éprouver quelque chose de la parole qui permet que on soit dans cette vibration-là, dans cette écoute-là. On n'a pas besoin des autres détours, mais c'est tout à fait exceptionnel. Et je pense que c'est possible, mais dans la pratique courante, non, bien évidemment que... Alors tout ce qui est formation universitaire, etc., c'est complètement à côté de la plaque la plupart du temps. C'est un savoir livresque, c'est un savoir qui ne sert à rien, c'est vrai. Mais en même temps, parfois, on est obligé un petit peu quand même d'en passer par là. Si on n'avait pas les livres, qu'est-ce qu'on deviendrait? D'accord. Peux-tu parler un petit peu sur la différence qu'il y a entre le savoir du sophiste et le savoir du psychanalyste? Oui. Je vais commencer par
Je vais commencer par le sophiste et si on en a le temps, faire un petit rappel du rapport au discours et à la jouissance que pourra avoir le sophiste, si c'est possible. Alors, je m'appuie donc sur ce livre-là, sur Barbara Cassin, qui est très précieuse ici. Est-ce que tu vois bien? Est-ce qu'on voit bien sur l'écran le livre? Oui, on le voit, ça y est, on l'a vu. Donc, Barbara Cassin est très précieuse ici parce qu'elle met très bien en lumière, elle éclaire bien la façon dont Lacan va rompre complètement avec tout ce qui est ontologie, tradition de l'être, tradition philosophique, etc. Et elle questionne aussi ce qui est opératoire, ce qui fait de l'effet quand on parle. Alors, 2 remarques. Une première un peu rapide, un mot sur ce qu'on appelle, c'est très important, le logos pharmakon. Le logos, langage, pensée, pharmakon, qui soit une pharmacie en français. Donc le logos pharmakon, c'est quelque chose qui est connu depuis très très longtemps, c'est à la fois le remède et le poison. C'est toute la tradition chez les anciens Grecs de ce qu'on appelait la pharmakon. Et Antiphon, qui est un des premiers sophistes, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ à peu près tout ça, lui va soit 480-411, j'ai noté sur mes petites notes. Antiphon est le premier psychanalyste d'une certaine façon. Il va ouvrir un cabinet, il va ouvrir un lieu de parole sur l'Agora à Corinthe et il va se faire payer pour les séances d'écoute qu'il propose. Donc, on est là dans quelque chose qui est quand même très très proche et il y a à ce moment-là l'idée qu'ont les sophistes, des sophistes comme Antiphon, parce qu'en fait c'est plus des individus un peu séparés, il y a l'idée que c'est le logos qui agit, que le logos ça soigne, de parler ça soigne, mais que c'est le logos qui agit, que c'est le langage qui construit la réalité. Là on est assez proche de Benveniste, pour qui la psychanalyse est un langage qui agit autant qu'il exprime. Donc, la deuxième remarque maintenant, oui, la langue, bien sûr, a des effets, mais comment ça marche? Avec quel type de discours ça marche? Qu'est-ce que c'est que ces effets de la parole qui permettent qu'on soit justement en pratique, en exercice de la psychanalyse? Il y a quelque chose qui fonctionne, bien sûr, il y a des effets de la parole. Qu'est-ce qui fait que ces effets peuvent s'avérer durables dans l'après-coup, jusqu'à parfois induire de façon très irréversible, très décisive, une sorte de soulèvement, une subversion du discours ambiant, et entre autres sur la folie ou sur nos fictions politiques. Alors, c'est la question que Barbara Cassin, elle aussi, pose.